Bonsoir. Vous allez bien? Qu'est-ce qui nous arrive? C'est une bonne question, non? J'en ai pas besoin. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est une bonne question. Et comme je dois faire court, je vais répondre court à cette question-là. Il nous arrive ça. C'est clair? Merci de votre attention. Voilà, c'est fini. Voilà, en termes techniques, dans ma spécialité qui est la physique des processus complexes, une bifurcation, ça a un sens très très précis. C'est un changement de logique à l'intérieur d'un processus. Mais je vais essayer de vous faire comprendre ça autrement. Et j'ai besoin de votre aide. Ceux qui ont au moins un enfant, lèvent la main s'il vous plaît. Oh. Bien. Mentalement, remettez-vous le jour de la naissance de votre premier enfant. Ça y est, vous y êtes? Vous y êtes bien? Ce jour-là, vous avez compris quelque chose de fondamental. Il y avait la vie avant, il y aura la vie après, mais ce n'est pas la même. Ah ben c'est ça, une bifurcation. Une bifurcation, c'est un changement de logique et tout est sujet à bifurcation. Une entreprise qui fait un métier et brutalement il y a une nouvelle technologie qui arrive, nécessairement elle doit transformer radicalement sa logique de fonctionnement. C'est une bifurcation. Eh bien, l'hypothèse sur laquelle tout ce que je vais vous dire a été construit est une hypothèse qui a été formulée à la fin des années 70, au début des années 80, quand je travaillais chez Ilya Prigogine. L'idée était la suivante, c'est de dire il y a des tas d'indices qui sont en train de nous donner l'intuition que peut-être bien le grand système socio-économique humain est en train de vivre une bifurcation. On est en train de changer de logique globale. Voilà, c'était une intuition. Et puis, il a fallu aller plus loin, évidemment. Parce que comme on est des scientifiques, on ne fait pas science-fiction. Donc, on essaye de dire des choses qui tiennent à peu près la route. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien dire qui tienne la route sur la logique future? Parce que la logique d'avant, on la connaît par cœur, on est dedans jusqu'au-dessus des oreilles, donc il n'y a pas de problème. Mais la nouvelle logique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, la méthode qu'on a trouvée, c'est de travailler avec des historiens. Et on leur a posé une question simple. Est-ce que des bifurcations comme celles que nous supposons aujourd'hui, est-ce qu'il y en a déjà eu avant dans l'histoire de l'humanité? Si la réponse est non, tout s'arrête. Si la réponse est oui, on a peut-être une chance d'aller trouver dans le passé des indices qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Heureusement, les historiens nous ont dit oui, ce phénomène est connu. Tiens, de vous à moi, je peux vous assurer qu'une bande de physiciens théoriciens qui débarquent chez des historiens professionnels pour proposer une collaboration, c'est une vraie aventure humaine. Hein. Bon, donc qu'est-ce que disent les historiens? Ils nous disent, mais oui, des changements de logique dans l'histoire, il y en a. Je vous passe les détails, on a travaillé pendant 3 ans avec des historiens. Je vais tout de suite à la conclusion. Les historiens nous disent, dans l'histoire humaine, il y a des cycles. Mais tout n'est pas cyclique dans l'histoire humaine, ce serait trop simple. Il y a des cycles, et les cycles intéressants, les cycles profonds, c'est ce qu'on appelle les cycles paradigmatiques. Alors les cycles paradigmatiques, c'est évidemment lié à la notion de paradigme. Qu'est-ce que c'est qu'un paradigme? C'est l'ensemble des fondamentaux sur lesquels une société s'organise à un moment donné. Si je veux spécifier le paradigme de nos pays européens d'aujourd'hui, je vais devoir utiliser quelques mots-clés. Je vais devoir utiliser démocratie, économie semi-libérale, droits de l'homme, enfin ce genre de choses. Et je vais pouvoir caractériser le paradigme qui nous occupe. Et c'est simplement de vous mettre 3 secondes dans la Grèce antique, à l'époque de Socrate, vous imaginez très vite que ce n'est pas du tout le même paradigme. Et c'est encore plus différent avec Du Guesclin au Moyen-Âge, etc., etc., etc. Donc, autrement dit, les historiens nous disent, l'histoire, c'est une succession de paradigmes. Et un paradigme, c'est quelque chose de vivant, ça naît, ça croît, ça arrive à maturité, ça décline et ça disparaît. Bon. Là où ça devient intéressant, c'est que les historiens nous disent que la durée de vie d'un paradigme est toujours à peu près constante. Et quand on dit à un physicien qu'il y a un truc constant, il est content. C'est 550 ans en moyenne. La durée de vie d'un paradigme, c'est 550 ans en moyenne. On a étudié l'histoire du monde européen, du monde indien et du monde chinois ou extrême-oriental, et on retrouve bien des paradigmes d'une longueur de 550 ans en moyenne. En plus de ça, ils sont en phase, ils sont
synchrones. Donc les bifurcations se font à peu près en même temps, à peu près. Qu'est-ce que ça donne pour l'Europe? Vous allez mieux comprendre. Si on considère qu'aujourd'hui on est en train de vivre une bifurcation, il y a 550 ans, c'était la Renaissance. Incroyable changement de logique, on passe de la féodalité à la modernité. 550 ans avant, c'est la fin du rêve carolingien, c'est la fin de l'Empire chrétien germanique. 550 ans avant, c'est la chute de l'Empire romain. 550 ans avant, ce sont les légions romaines qui envahissent ces cités grecques et qui mettent fin au paradis grec. Les historiens nous disent ensuite, mais ça nous le savons bien, puisqu'un paradigme est quelque chose de vivant, qu'il croit, qu'il arrive à maturité, qu'il décline, une fois qu'il commence à décliner, naturellement, il y a un nouveau paradigme qui naît, qui monte en puissance pour prendre le relais. C'est exactement ce que nous faisons, nous, les humains. Quand on arrive à l'âge adulte, on fait des enfants de manière à ce qu'ils soient adultes au moment où nous, on commence à décliner. N'est-ce pas? Donc voilà, les paradigmes se suivent mais ne se ressemblent pas. Et ça donne ce schéma-ci. Ce schéma, il faut bien le comprendre. Ce schéma, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a une courbe rouge qui décroît, qui décline. Cette courbe rouge, c'est en fait la décroissance de l'ancien paradigme. Pourquoi il est rouge? Parce que feu rouge, ça s'arrête. Puis vous avez un deuxième élément qui est la courbe verte montante. Pourquoi vert? Parce que feu vert pour l'avenir, c'est la montée en puissance du nouveau paradigme. Ces deux paradigmes se croisent à un moment donné. Et autour de ce point de croisement, il y a une zone bleuâtre que vous voyez là, qui est appelée la zone de grande turbulence. Vous commencez à me voir venir. La zone de grande turbulence, on la connaît bien. Vous avez été ado, je crois, à un moment donné de votre vie, non? Et peut-être vous avez des enfants qui sont ados. On appelle ça le conflit des générations. La génération montante et les générations précédentes, ils ne voient pas le monde de la même manière, ils n'ont pas les mêmes repères, ils n'ont pas les mêmes méthodes, ils n'ont pas les mêmes mots-clés, et donc forcément ça entre en conflit. C'est la même chose pour les paradigmes. Un paradigme montant et un paradigme déclinant, ils sont en opposition de phase. Pourquoi? Il faut bien comprendre ça, parce que tout système complexe, vos entreprises, un paradigme socio-économique, engendre ses propres sous-systèmes qui vont permettre de garantir sa pérennité. Et pour les paradigmes, ça s'appelle les institutions de pouvoir. Les institutions de pouvoir qui nous gouvernent encore aujourd'hui sont toutes nées entre 1500 et 1550. Et c'est, pour aller très rapide, c'est l'État central, c'est les institutions boursières, les institutions bancaires, c'est les institutions patronales, à l'époque ça s'appelait les jurandes, c'est les institutions ouvrières, à cette époque-là ça s'appelle les corporations, ce sont les universités qui garantissent la pérennité et la transmission des savoirs fiables, et c'est les organes de presse, les médias en général, qui assurent la courroie de transmission entre les institutions de pouvoir et la société civile. Ça vous va? Vous retrouvez bien là nos institutions de pouvoir d'aujourd'hui, et elles sont toutes nées, je le rappelle, entre 1500 et 1550. Essayez de vous mettre maintenant à la place d'une institution de pouvoir. Je l'ai bien dit, la mission de l'institution de pouvoir, la raison pour laquelle elle a émergé, c'est pour garantir la pérennité du paradigme dont elle émerge. Regardez l'allure de la courbe rouge. Comment fait-on pour garantir la pérennité d'un truc qui se casse la gueule? Ce n'est pas évident du tout. Donc, autrement dit, les institutions de pouvoir, et vous pouvez le vérifier tous les jours dans les discours politiques et dans les discours médiatiques, une institution de pouvoir, aujourd'hui, elle est dans le déni absolu de réalité. Il n'y a pas de changement de paradigme. Il n'y a pas de changement de logique. La courbe verte n'existe pas, on connaît quelques petits soucis, c'est vrai, mais vous allez voir, bientôt ça va s'arranger. La reprise, c'est pour bientôt. On ne dit pas de quelle reprise on parle. Donc cela veut dire que naturellement, les institutions de pouvoir d'un côté et la réalité du monde économique et du monde sociétal sont en train de diverger de plus en plus fort. Nous sommes en train de consommer un divorce total entre toutes les institutions de pouvoir, qu'elles soient de gauche ou de droite ou d'ailleurs, et la réalité de la vie vécue qui n'est plus du tout dans le même référentiel. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est mais pourquoi donc
cette courbe rouge est-elle en train de se casser la gueule? C'est quoi les mécanismes? Alors je vous passe l'arrière-fond théorique qui vient de la physique. Allons directement au fait. Il y a 5 dimensions qu'il faut prendre en considération et nous allons voir que sur chacune de ces dimensions, il y a une rupture profonde. Première dimension, on parle d'économie, très bien. L'économie, c'est quoi? Je vous propose une définition. C'est transformer des ressources en utilités. Ça vous va, ça? Donc, pour pouvoir transformer des ressources en utilités, il vaut mieux avoir des ressources. Allons voir les ressources. Comment évolue la demande en ressources? Comment évolue l'offre en ressources? Soyons dans le bon sens, de bon sens. La demande en ressources, c'est très simple. Plus il y a d'êtres humains sur Terre, plus il y a de besoins, plus il y a de besoins, plus il y a de demande en ressources. Vous signez? Bon sens. De l'autre côté, pour pouvoir offrir, il faut fabriquer. Pour fabriquer, il faut des ressources. Donc, autrement dit, la capacité d'offre d'une économie est corrélée à la capacité de ressources de cette économie. Ça vous va toujours? Regardons comment ça évolue dans le temps. Comment évolue la demande? Comme la démographie. Très bien, la démographie, elle évolue comment? Comme ça. C'est pas rien quand même. À la naissance du petit Jésus, nous étions 100 millions sur Terre. C'est-à-dire 1,5 fois la population de la France actuelle. En 1800, nous étions 1 milliard, en 1900, 1,7 milliard. En 1926, on a dépassé les 2 milliards. En 2000, on était à 6 milliards. Aujourd'hui, à 7 milliards et demi. Et en 2050, on aura dépassé les 10 milliards. Moi qui ai fait de brillantes études mathématiques, je peux vous assurer qu'en maths, ça s'appelle une exponentielle vachement croissante. Voilà, la demande évolue comme ça. Et quand on est un économiste simpliste, ce qui pour moi est souvent un pléonasme, on regarde ça et on dit « T'as vu ça l'économie? Waouh, quelle croissance !» La demande augmente, donc les marchés augmentent, donc on est dans une croissance économique. Oui, en termes de demande. Mais est-ce qu'on peut satisfaire cette demande par une offre? Là, il faut bien commencer à comprendre que la corrélation entre la capacité d'offre et la capacité de ressources va transformer complètement le dialogue. Parlons des ressources. Il y a 2 sortes de ressources. Les ressources renouvelables et les ressources non renouvelables. Ça vous va? J'ai une bonne nouvelle. Les ressources renouvelables se renouvellent. J'ai une moins bonne nouvelle. C'est que pour les ressources non renouvelables, chaque fois qu'on puise dans le réservoir que la Terre a mis des milliards d'années à constituer, il y en a moins dans le réservoir. Et donc un jour ou l'autre, il n'y aura plus de ressources accessibles dans les réservoirs. Et ce jour-là, toute l'humanité devra vivre uniquement sur les ressources renouvelables. Et les ressources renouvelables, aujourd'hui, elles parviennent à satisfaire à peu près 15% de la demande en ressources mondiales. Et elle ne dépassera jamais 20% de la ressource actuelle mondiale, pour des raisons thermodynamiques que je ne vais pas décrire là maintenant. Pour ceux qui ont fait de la thermodynamique, c'est un problème de rendement de Carnot. Voilà, comme ça, vous savez. Combien d'êtres humains pourront vivre décemment sur Terre lorsqu'il n'y aura plus du tout de ressources non renouvelables accessibles? La réponse est entre 1,5 milliard et 2 milliards. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes 5,5 milliards de trop et qu'en 2050, nous serons 8 milliards de trop. Est-ce que c'est un problème? Tout dépend du temps qu'on a. Si on me dit qu'il faut être 2 milliards dans 10 000 ans, j'ai le temps d'organiser un atterrissage en douceur sans souffrance. En revanche, si on me dit que c'est demain matin, là, on est mal. C'est ni l'un ni l'autre, mais c'est bien plus proche qu'on ne croit. C'est probablement dans 2 siècles, 2 siècles et demi. Bon. Mais on ne peut pas modéliser ce problème. On ne peut pas trouver une réelle modélisation mathématique sérieuse, et on est un petit peu embêté. Sauf qu'il y a une autre manière de voir le problème que je vais vous exposer maintenant. Cette autre manière de voir le problème, elle dit ceci. Quand vous avez sur le même graphique, à savoir le temps qui passe en abscisse et la quantité de ressources en ordonnée,
On a deux courbes, la demande qui est l'exponentielle croissante que vous voyez là, et on a une autre courbe qui est la capacité d'offre en ressources, et qui est forcément décroissante, vu que ce qui se renouvelle est à peu près constant, et ce qui ne se renouvelle pas diminue. Donc la somme des deux, c'est une courbe décroissante. Et là, il y a un miracle mathématique sympa, c'est que sous ce genre de graphique, quand il y a une courbe croissante et une courbe décroissante, ça se croise. Et ce point de croisement, il est très intéressant, ça s'appelle le peak point. Alors essayez de bien comprendre ce que ça veut dire. Tant qu'on est en amont de ce peak point, la demande est inférieure à l'offre. Donc on est bien dans une situation d'abondance apparente. Mais une fois qu'on a passé le peak point, les deux courbes s'inversent et on est dans une situation où la demande excède l'offre. Ça vous va toujours? La bonne question, c'est, oui, mais ce peak point, c'est quand? Eh bien ça, on peut faire. Ça, on peut le savoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est passé. Et c'est beaucoup plus facile de prévoir le passé que de prévoir l'avenir. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, on est aux alentours de l'an 2000, le peak point, toutes ressources confondues. Hein, je dis bien toutes ressources confondues. Je ne parle pas que de l'énergie fossile ici. Et toutes ressources confondues, c'est probablement autour de l'an 2000 que le point de croisement a lieu. Maintenant, soyons clairs. Et évitons les querelles d'experts. Si c'est 50 ans avant, ou si c'est 50 ans en plus, personnellement, mais je m'en tape, vous ne pouvez pas savoir. Parce que de toute façon, on est dans l'histoire longue, et une erreur de plus ou moins 50 ans, voire même de 100 ans, ça ne joue pas avec. Je crois qu'il vaut mieux partir de l'hypothèse que nous sommes maintenant en train d'avoir dépassé le peak point, et prenons toutes les précautions pour être dans cette logique-là. Si on s'est trompé un petit peu, ben tant mieux, c'est du bois de rallonge et ça fera plaisir. On est d'accord ? Voilà, donc on est bien dans la première rupture, nous ne sommes plus dans une logique d'abondance, nous sommes dans une logique de pénurie. Attention aux mots. Pénurie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien dans les magasins. Pénurie, ça veut dire tout simplement que l'évolution de la demande est définitivement supérieure à l'évolution de l'offre. Les grands champions pénuriques du monde actuel, vous les connaissez certainement. Le tout premier, c'est l'eau douce. Le second, c'est les terres arables. Le troisième, ce sont les combustibles fossiles. Les quatrièmes, ce sont certains métaux non ferreux. Et le cinquième, c'est ce qu'on appelle les terres rares, dont on a absolument besoin pour faire ce genre de bricole. Qu'est-ce que la courbe verte va bien pouvoir répondre à cette rupture de la courbe rouge? La courbe rouge s'est construite depuis des siècles sur l'idée de l'abondance. La nature est une mère bienveillante. Les réserves sont infinies, il n'y a aucun problème, on pourra continuer comme par le passé pendant très longtemps. Et aujourd'hui, on sait que ce n'est plus vrai. Comment on peut donc répondre à cet énorme défi d'une logique de pénurie? Eh bien, le mot-clé, c'est le premier mot-clé sur la courbe verte que je vous propose, c'est le mot frugalité. Alors je sais, c'est pas sympa de parler frugalité juste avant le dîner du soir. On est d'accord. Mais je vous rassure, la frugalité, c'est pas faire ceinture. La définition que je donne à la frugalité, c'est ceci, c'est dans tout ce que l'on fait, faire moins mais mieux. Moins, c'est quantitativement moins. Mieux, c'est qualitativement mieux. Manger moins mais mieux, ça vous va? Boire moins mais mieux. Mieux. Travailler moins mais mieux. Ah, vous êtes preneur? Travailler moins mais mieux. Ça veut dire qu'il faut descendre en dessous des 49 heures de travail obligatoire française. C'est bien 49, hein? C'est ça? Je ne suis pas très au courant. Non, ce n'est pas un problème de longueur, de temps. Je vous propose une réflexion très intéressante. Regardez votre emploi du temps. Vous savez que le nombre de secondes que vous avez à vivre est fini en termes de quantité. Donc chaque seconde est précieuse. Regardez votre emploi du temps et regardez le temps que vous passez à faire des choses qui sont notoirement inutiles, qui ne procurent rien, qui ne donnent ni plaisir, ni intelligence, ni valeur. Éliminez ça de votre agenda, vous allez voir, vous allez gagner un temps fou. Communiquez moins mais mieux, ça vous dit? Combien recevez-vous tous les jours de courriels, virgule, de SMS, virgule, de coups de téléphone, virgule, qui ne servent strictement à rien?
90%. Le problème est que pour savoir qu'un courriel ne sert à rien, il faut le lire d'abord. Donc le temps, il est de toute façon perdu. Donc voilà, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette notion de frugalité, ça demande une vraie réflexion sur la manière dont on a envie de vivre. Moi, je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas en train de vous dire ça doit être comme ça et ça ne peut pas être comme ça. Je dis simplement que chacun d'entre vous est responsable de son temps et que ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir. On a des gains de temps incroyables à notre disposition qu'on n'utilise pas. Deuxième rupture, petite photo amusante. Donc il y a une petite dame là, qui est probablement la femme la plus dangereuse du monde, qui était en campagne présidentielle. Et vous voyez, en face d'elle, il y a des tas de gens qui lui tournent le dos. Si moi, j'avais tourné le dos à quelqu'un qui me parle et que ma mère était présente, j'en aurais reçu deux. Hein. C'est notoirement impoli de tourner le dos à quelqu'un qui vous parle. Donc vous voyez, ces gens, en fait, ce qu'ils font, c'est un selfie, bien entendu. Et quand on fait un selfie, on tourne le dos à celui dont on parle. Ça veut donc juste dire que le numérique est en train de changer les règles de politesse. Mais pas que. Parce qu'en fait, cette séance de selfie, elle a été demandée par Hillary Clinton. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que quand on fait un selfie dans ce genre de choses, on le balance sur Instagram dans les secondes qui suivent. Donc ça fait un buzz sur la toile, donc c'est un saut de notoriété qui alimente quelque part sa campagne électorale, sa campagne de notoriété. Donc quand vous voyez ça, vous vous dites non seulement le numérique est en train de changer les règles de politesse, mais ça change aussi les règles du jeu en termes de démocratie. Alors, je vais avoir le plaisir de me faire quelques ennemis dans la salle à partir de maintenant. Quand on parle de numérique, moi je crois qu'il faut faire une distinction fondamentale entre deux numériques. Le numérique ludique et le numérique productif. Le numérique ludique, c'est toute la grande majorité de ce numérique qui nous vient souvent de Californie et qui sert strictement à rien sauf à nous amuser. Je le prouve. Vous êtes prêts ? En ce moment, j'essaie de me faire des amis en dehors de Facebook tout en appliquant les mêmes principes. Alors, tous les jours, je descends dans la rue et je raconte aux passants ce que j'ai mangé, comment je me sens, ce que j'ai fait la veille, ce que je suis en train de faire et ce que je vais faire ensuite. Je leur donne des photos de ma femme, de ma fille, du chien, de moi en train de faire le jardin, de mes vacances au bord de la piscine. J'écoute aussi les conversations des gens et je leur dis j'aime ou j'aime pas et ça marche. J'ai déjà 3 personnes qui me suivent, 2 policiers et un psychiatre. Bon, alors j'ai évidemment rien contre le numérique ludique. Je pense que tout le monde a le droit de passer un bon moment, d'aller chercher des loisirs, etc. Moi, j'aimerais vous parler du numérique qui va, dans nos entreprises, nous permettre de transformer radicalement l'économie mondiale. C'est ça qui m'intéresse. Et donc pour ça, je voudrais juste vous dire qu'il y a 2 moteurs qu'il faut tenir à l'œil. Le premier moteur, c'est les robots de nouvelle génération. La robotique de manière générale. Ces robots, aujourd'hui, ont une capacité mécanique extraordinaire. Les mains ne tremblent pas, et celles du chirurgien, beaucoup. Et d'autre part, ils ont une capacité de calcul telle qu'on peut les charger avec des logiciels incroyablement sophistiqués et puissants qui leur permettent de résoudre des problèmes de haut niveau. Donc on est bien devant là quelque chose de fabuleux. Tellement fabuleux qu'aujourd'hui, enfin il y a quelques mois de ça, 2 études ont été lancées, l'une en Allemagne, l'autre en Belgique, pour voir l'impact de cette génération de robots sur l'emploi. Dans les 10 ans qui viennent en Europe, 40% des emplois aujourd'hui assumés par des êtres humains seront assumés par des robots. En ce qui me concerne, ça me remplit de joie parce que je me dis que donc très bientôt, les conducteurs de train et les contrôleurs SNCF seront des robots. Donc, la robotique, elle est là. Et je voudrais vous donner l'idée de réfléchir à ce qui se passera chez vous. Parce que tous les métiers vont être touchés par cette robotisation. Pourquoi? Parce que ce qui est robotisable sera robotisé. Point. Et donc, je sais que ça touchera tous les métiers, y compris les vôtres. Donc, pensez-y. Il vaut mieux anticiper que subir. Le deuxième gros moteur, c'est l'algorithmie.
L'algorithmie, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, et je fais souvent le test en demandant, tiens, vous parlez d'algorithme, est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est qu'un algorithme? La réponse est hésitante, disons. Donc moi, je vais vous en parler un tout petit peu d'un algorithme. Ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Le plus vieil algorithme, il a été trouvé sur une tablette en argile cunéiforme qui date d'il y a 4500 ans. Et cet algorithme, c'est quoi? C'est une recette de calcul. C'est ça, un algorithme, rien d'autre. C'est une recette itérative et on refait le calcul plusieurs fois et chaque fois qu'on atteint un résultat, on réinjecte le résultat dans le calcul de manière à affiner la précision du résultat. Et ce premier algorithme connu, il servait à calculer des racines carrées, figurez-vous. Donc l'algorithme, c'est connu depuis très longtemps. Mais pourquoi donc est-ce seulement maintenant que l'algorithme devient vraiment une méthode centrale de résolution de problèmes? Oh, pour une raison toute simple, et vous l'avez compris, appliquer la recette de calcul de la racine carrée, ça nécessite de refaire le calcul 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. C'est juste chiant. D'où l'étymologie d'algorithme. Vous avez tous fait du grec, donc je passe sur les détails. Arithmos, c'est le calcul, d'où arithmétique, la science du calcul. Et algos, qu'est-ce que ça veut dire, algos? Algos, vous l'avez dans le mot analgésique. Analgésique, c'est la pilule que vous prenez pour combattre la douleur. Algos, c'est la douleur, c'est la souffrance, c'est la pénibilité. Un algorithme, c'est un calcul pénible. Ça veut dire qu'il faut faire un nombre incalculable de fois la même chose pour arriver à un résultat à peu près correct. Donc finalement, c'est une méthode qui n'a pas été beaucoup utilisée. Sauf que maintenant, on a une puissance de calcul colossale, presque gratuite. Donc ce sont les ordinateurs qui calculent, et nous on attend les résultats, et on peut faire une itération 1000 fois, 100 000 fois, 1 milliard de fois, ça ne change rien, on aura des résultats de plus en plus précis. Et c'est remarquable. Cette méthode de résolution de problèmes est aujourd'hui quelque chose qui est fabuleusement important. Je vous parle de moi, de mon domaine d'activité, qui est la physique des systèmes complexes. On ne peut pas mathématiser un système complexe. En revanche, on peut le simuler. Et pour le simuler, on a besoin d'une puissance de calcul colossale qui met en œuvre des gros algorithmes et qui permettent de voir comment les choses se développent. Donc, c'est une puissance de résolution de calcul, de résolution de problèmes qui est extraordinaire. Donc, regardez les deux. Regardez les deux, mais faisons attention. Les algorithmes servent aussi, ou peuvent également servir à traiter d'énormes quantités de données, de manière extrêmement précise et sélective, de faire des structurations de données avec beaucoup de précision. Vous me voyez venir. Big data. Et si on n'y prend pas garde, qu'est-ce qui va se passer avec le big data? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le big data? Vous n'avez pas besoin de penser. On sait déjà quel est le problème que vous allez poser et on sait déjà quelle est la réponse qu'on va y donner. Pourquoi vous vous énervez à vous poser des questions? Vous ne posez pas de questions. Amazon sait quel livre vous avez envie d'acheter demain et va vous le proposer avec 3% de réduction. Il n'y a pas de souci. Pourquoi s'énerver? Pourquoi se poser des questions? Laissez-vous aller, tranquillement. On s'occupe de tout. Et vous avez ri, mais vous avez compris que derrière ce rire, il y a une angoisse. C'est que si on se laisse faire, il va y avoir un petit système extrêmement puissant qui va mener l'humanité par le bout du nez. Ça s'appelle la crétinisation en masse de l'humanité. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que la révolution numérique est à la fois extraordinairement riche et prometteuse, mais aussi extraordinairement dangereuse. Et qu'il faut donc faire bien attention à ce que l'on fait. D'un côté, il y avait les technologies mécaniques, on passe dans la technologie numérique avec à la fois une promesse extraordinaire, mais aussi un risque de crétinisation et de prise de pouvoir d'une infime minorité sur l'immense majorité. Comment la courbe verte va-t-elle réagir à ça? Eh bien, elle va développer quelque chose que moi j'ai appelé l'intelligence technologique. L'intelligence technologique, ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire je prends le bon et je laisse le dangereux. Ça repose sur deux principes. Premier principe,
il a l'air d'une simplicité biblique. Ça consiste juste à dire la technologie doit définitivement rester l'esclave de l'homme et en aucun cas l'homme ne peut devenir l'esclave de la technologie. Vous signez ça? Vous avez tous un téléphone portable? Vous n'êtes pas parfois un peu esclave de votre téléphone portable? Qui décide de la structure de votre temps et de l'utilisation de votre temps? Vous ou votre téléphone portable? Vous voyez, ne pas se laisser piéger, ne pas devenir esclave de la technologie, c'est quelque chose de très très difficile. Mais il faut y réfléchir. Il faut choisir soi-même ses propres servitudes volontaires. L'autre pilier de cette intelligence technologique, ça consiste quelque part à faire ce que quelqu'un a un jour appelé le low-tech. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas du tout rejeter la technologie, loin de là. C'est juste dire, je ne prends dans mon monde que les technologies qui me sont utiles à moi. Et les autres, que ce soit la mode ou pas, je m'en fous. J'en veux pas. Donc, là encore, une réflexion personnelle à avoir. Quels sont les outils qui vont m'aider, moi, à vivre la vie qui est la mienne en qualité? Et les autres, j'en ai pas besoin. C'est tout. Troisième défi. Le monde qui est le nôtre est un monde où chacun d'entre vous a de plus en plus d'interlocuteurs, n'est-ce pas? Essayez d'imaginer comment nos grands-parents vivaient. Le nombre d'interlocuteurs qu'ils avaient au long de leur vie, ce n'était pas énorme. C'était quelques centaines de personnes. Vous, aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers et milliers d'interlocuteurs que vous avez. Et en plus, grâce à la révolution technologique, la révolution numérique, les vitesses d'interaction entre tous ces acteurs ont été multipliées par 1 milliard. Donc vous êtes constamment dans un champ de sollicitation énorme venant de l'extérieur. Vous en tant que personne, mais vous en tant qu'entreprise aussi. Le monde extérieur a une pression croissante sur chacun d'entre nous. On demande de plus en plus de choses. Comme en plus il y a abolition du temps et de l'espace, eh bien nous sommes évidemment dans une espèce de maelstrom d'accélération de toutes les transactions. Et on nous dit, à juste titre, il faut donc que les entreprises soient capables d'absorber cette augmentation de sollicitation. Et pour ça, il faut devenir plus agile, il faut devenir plus souple, plus réactif, plus innovant, plus créatif. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que nos modèles organisationnels sont compatibles avec cette croissance d'agilité, de souplesse et de réactivité? C'est quoi le modèle organisationnel le plus courant encore aujourd'hui et qui date depuis des milliers d'années, qui a été utilisé à peu près partout par les hommes, par les vaches et les babouins? Il est avec vos mains, montrez-moi quelle est la forme de ce système. Oui, voilà. Hein? On est bien dans la pyramide hiérarchique. C'est le système qui a été le plus utilisé et on se demande pourquoi. Bien, je vais vous l'expliquer. En maths, ça s'appelle une arborescence linéaire. Et ça, c'est la réponse mathématique à un problème extrêmement simple. Comment faire pour relier entre eux tous les éléments d'un ensemble avec le nombre minimum de relations entre eux? Vous avez bien entendu, le nombre minimum de relations entre eux. Donc c'est un optimum économique. Mais c'est aussi la structure la plus pauvre. Moins il y a de relations, moins il faut s'en occuper, moins ça coûte de temps, moins ça coûte d'énergie, donc plus économique c'est. Mais le prix à payer, c'est que c'est lent et lourd, forcément. Il y a beaucoup moins de relations, donc les circuits sont beaucoup plus lents. Et vous avez bien compris qu'il y a un problème là. Nous sommes dans un monde qui n'est plus du tout suffisamment lent pour pouvoir accepter l'efficacité d'un système comme celui-là. Donc on va voir les matheux. Et on leur dit, ça ne marche plus votre truc dans le monde qui est le nôtre. On fait comment? Et les matheux vous répondent, vous enlevez le mot minimum, vous mettez le mot maximum à la place. Comment faire pour relier entre eux tous les éléments d'un ensemble avec le nombre maximum de relations entre eux? La réponse, elle est toute simple. Ça s'appelle un réseau. Et comme par hasard, vous êtes un réseau ce soir et vous participez à des tas de réseaux, vos entreprises travaillent peut-être en réseau et vous êtes dans une entreprise qui fait partie du réseau, etc., etc. La norme organisationnelle aujourd'hui, de plus en plus, c'est le réseau et c'est de moins en moins la pyramide hiérarchique. Très bien. Et ceux qui ne feront pas ça, ils mourront. C'est tout simple.
Vous savez pourquoi les dinosaures ont disparu de la planète à la fin du Jurassique et au début du Crétacé? Non? Qu'est-ce que c'est un dinosaure? C'est un animal avec un énorme cul, avec une énorme queue et une toute petite tête. Ça s'appelle le CAC 40. Eh bien, les dinosaures, il n'y a rien à faire, ils n'ont pas pu s'adapter. Parce qu'ils étaient trop lourds, trop monolithiques, et donc ils ont disparu. Alors, en revanche, les petits lumiriens qui circulaient entre leurs pattes, eh bien, eux, ils ont parfaitement bien survécu, ils sont adaptés, et heureusement pour nous, parce que ce sont nos ancêtres. Donc voilà, on est en train de vivre quelque chose de fabuleux, qui est le passage des modèles hiérarchiques à des modèles complexes, où il y a de plus en plus de travail en réseau collaboratif. Je dois vous dire, parce que vous le savez, vous le vivez probablement pour beaucoup d'entre vous, c'est probablement le plus grand défi managérial des années qui viennent. Parce que contrairement à ce qu'on a dit très souvent, le passage du pyramidal au réticulé, c'est pas du tout évident. Mais alors là, pas du tout. Et comme j'ai fait 15 ans de management de crise, je peux vous dire que j'en ai vécu des situations dans ce sens-là. C'est de plus en plus difficile. Parce qu'on est entre nous, on peut le dire. Nos collaborateurs, bien souvent, ils n'ont pas du tout envie d'être à l'initiative et d'être responsables des problèmes qu'ils ont. C'est tellement plus facile de dire « Hé chef, qu'est-ce que je fais ?» Donc on est bien dans une révolution culturelle qui prend des années. Ça ne se fait pas du tout d'un coup de baguette magique et c'est très difficile à faire. Alors, qu'est-ce que la courbe verte va pouvoir donner comme mot-clé par rapport à cette problématique? Le mot que je propose, c'est le mot appartenance organique. C'est le mot organique qui est important. Une entreprise, c'est un être vivant. C'est un être vivant qui est intégré, qui n'est pas découpable, qui n'est pas démontable et remontable. C'est un vrai organisme vivant comme chacun d'entre vous. Et si vous ne me croyez pas quant à la démontabilité des systèmes complexes, je propose un volontaire ici, on me donne un scalpel et je le démonte. Je ne le remonterai pas. L'entreprise, c'est la même chose. Une entreprise, ce n'est pas une mécanique qu'on démonte et qu'on remonte, et c'est ça qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que le management de demain, ce sera un management organique. Je vous donne juste deux petits dessins que je trouve sympas pour illustrer ça, je ne commenterai pas. La force du réseau. La voilà. Quatrième rupture. Alors, la quatrième rupture, je vais vous parler du modèle économique dominant. Le modèle économique dominant, il est né avec la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, la technologie a donné aux hommes une énorme capacité énergétique qui était inconnue auparavant. On a pu décupler, centupler la production, et on est donc passé d'une production artisanale ou paysanne à une production industrielle. Ça vous va? Le modèle industriel repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est que la taille de l'entreprise est déterminante quant à son succès économique. Il faut être une grande entreprise. La course au gigantisme a duré tout le XIXe siècle et surtout tout le XXe siècle. Il fallait être des grandes entreprises. Pourquoi? Parce que quand une entreprise est grande, elle a une assiette financière qui lui permet d'accéder à des capitaux énormes, d'une part, et d'autre part, elle a une puissance commerciale suffisante pour imposer ses propres normes sur les marchés. Comment je fais pour devenir une entreprise de grande taille? C'est le deuxième pilier. Ce n'est pas compliqué. Il faut vendre plus que les autres. Et pour vendre plus que les autres, je dois avoir un prix de vente plus bas que les autres. Et pour avoir un prix de vente plus bas que les autres, je dois avoir un prix de revient plus bas que les autres. Et toute l'histoire du management du XXe siècle, ça a été la course au prix de revient les plus bas possibles. Et on a inventé des tas de trucs pour ça. Nous sommes en 1908. Henry Ford a une idée derrière la tête, c'est de faire une voiture tellement bon marché que chacun de ses ouvriers pourra en acheter une. Et Henry Ford présente la Forte au marché. Et il dit, et vous pouvez la choisir de la couleur que vous voulez, à condition que ce soit
Ça s'appelle la standardisation. Voilà une bonne méthode managériale pour baisser les prix de revient. Standardiser. Vous vous souvenez, les temps modernes de Charlie Chaplin? La mécanisation, etc., etc., etc. On a inventé plein de méthodes, souvent très astucieuses, pour pouvoir réaliser ce miracle de faire baisser les prix de revient de manière à augmenter les ventes. Très bien. Il y a même quelque chose qui est vachement astucieux. C'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. Vous savez tous ce que c'est, mais je le rappelle quand même, parce que ça va me servir après. Les économies d'échelle, c'est quoi? Dans une entreprise, il y a les coûts fixes d'une part et les coûts variables de l'autre, d'accord? L'impact de mes coûts fixes par unité produite est d'autant plus faible que j'en produis beaucoup. On est toujours d'accord? Mais pour produire beaucoup, je dois augmenter ma capacité de production. Donc je dois investir. Donc je dois avoir accès à des capitaux et donc je dois les rémunérer de manière attractive. Ça s'appelle le capitalisme et personnellement, je n'ai aucun problème avec ce mot-là. Sauf que le modèle industriel est très vite devenu, à la fin du 19e siècle et dès le début du 20e siècle encore plus, est devenu un modèle financiero-industriel. Et encore une fois, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il ne faut jamais cracher dans sa soupe. Ce modèle a quand même permis une élévation moyenne de la richesse du monde qui est quand même pas négligeable. Sauf que, à la fin des années 80, il y a deux grands dérapages. Le premier dérapage, c'est que la puissance de la finance est devenue tellement importante qu'avant, la finance était au service de l'économie et qu'après, c'est l'économie qui est devenue la servante de la finance. Et on est rentré dans une espèce d'incroyable explosion spéculative qui a abouti en 2007 à la catastrophe que vous savez. Et ce n'est pas la dernière, il y en a 3 ou 4 qui nous attendent là maintenant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le moment où la finance prend la place de l'économie, l'entreprise n'est plus vue comme étant un outil véhiculant un patrimoine des savoir-faire et de la pérennité, c'est juste une vache qu'on peut traire au maximum. Donc, on n'est plus du tout dans la même logique. Et la deuxième chose qui s'est passée à peu près à la même époque, c'est quand on a épuisé à peu près tous les gisements d'économie que l'on pouvait faire sur les prix de revient, ben, il restait encore un gisement disponible, c'est la qualité. Et on a commencé à lésiner sur la qualité des matières, la qualité des process, la qualité de la main-d'œuvre, etc., etc., etc. Et à ce moment-là, sur certains marchés, il y a eu des réactions négatives, en disant « Attendez, arrêtez. On comprend bien que le prix bas, c'est intéressant, mais pas pour n'importe quoi. » Il y a un bel exemple français dont vous vous souvenez peut-être, qui s'appelait Jean-Pierre Coff. Quand on parlait d'agroalimentaire, il parlait des prix bas, oui d'accord, mais pas pour de la merde. Vous vous souvenez de ça? Bon, eh ben on est bien là. Et à ce moment-là, au début des années 90, il y a quelque chose qui apparaît comme idée. Une idée que moi j'avais entendue dans la bouche de mon grand-père, un bon paysan flamand, il y a bien longtemps quand j'étais gamin. Et il disait ceci, il disait « Moi je ne suis pas du tout assez riche pour me payer du bon marché. » Parce que le bon marché, ça finit toujours par coûter beaucoup trop cher. Et ça, c'est du bon sens paysan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix d'achat n'est jamais que le premier paramètre de l'optimisation de l'utilité globale de ce qu'on achète. Si j'achète un tracteur, bien sûr, je vais devoir payer son prix d'achat d'abord, mais je vais devoir dépenser des sous tous les jours de la vie du tracteur pour l'avoir, payer les taxes, le maintenir, l'entretenir, le dépanner s'il faut, etc., etc. Et tout ça, ça s'accumule. Et quand vous êtes un bon paysan flamand, c'est-à-dire assis sur votre portefeuille qui est fait évidemment en peau de hérisson, eh bien, vous n'avez pas du tout envie de faire un calcul sur le prix d'achat. Vous faites un calcul sur la totalité des dépenses sur la vie du tracteur. Ça vous va, ça? Et donc, vous voyez basculer la logique économique d'une logique de prix bas à une logique de maximisation de la valeur d'utilité. Et ce n'est pas du tout la même logique. Et ce n'est pas du tout la même économie. La preuve en est, c'est que très vite, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, dans le Morvan où je vis, les paysans, ils ne sont plus du tout propriétaires de leurs engins agricoles. Ils les louent quand ils en ont besoin. Point barre. Et on passe donc là d'une logique économique de la propriété à une logique économique de l'usage. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Avec, à partir de ce concept, plein de choses qui sont en train de sortir. Parce que le fait de ne pas être propriétaire de ce dont on a besoin, ça s'appelle Airbnb, ça s'appelle Blablacar, ça s'appelle Uber.
Et vous voyez qu'il y a là toute une économie de la fonctionnalité qui prend la place de l'économie de la propriété. Ça vous va? On va aller un petit peu plus loin maintenant. Je suis chef d'entreprise et je suis convaincu que je dois basculer de la logique de prix vers la logique de valeur d'utilité. Je fais comment? Ah, je sais déjà une chose, c'est que acheter plus de machines comme celles que j'avais, ça ne servira à rien, puisque je vais produire des choses du même niveau d'utilité. Donc si je veux augmenter le niveau d'utilité, je dois faire autrement. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Eh bien, je vais aller voir l'utilisateur final de mes produits ou de mes services. Je vais aller voir comment évolue son taux de satisfaction, comment il utilise ce que je lui fournis, comment vont évoluer ses besoins, comment moi je vais devoir faire évoluer la solution que je lui propose pour coller au plus près avec l'évolution de sa réalité vécue de tous les jours. Voilà ce que je vais devoir faire. Je vais devoir investir dans quelque chose, mais qui n'est pas de la ressource matérielle, qui n'est pas de l'argent, qui est de l'intelligence. Qui est de l'intelligence, qui est du talent, qui est du savoir-faire. Et donc, vous voyez qu'on bascule là d'investissements matériels vers des investissements immatériels. Et qu'aujourd'hui, vous le savez tous, le patrimoine immatériel d'une entreprise est stratégiquement infiniment supérieur à ses patrimoines matériels. Avant, c'était le talent qui courait derrière l'argent. Aujourd'hui, c'est l'argent qui court derrière le talent. Donc, si on veut bien aller au bout de ce raisonnement, qu'est-ce qu'on dit? On dit que je vais devoir, pour augmenter la valeur d'utilité de mes produits, je vais devoir injecter des ressources immatérielles. Et là, il y a un miracle qui se produit. Sur les ressources immatérielles, il n'y a pas d'effet d'échelle. Vous mettez 20 crétins dans une salle, ça ne fait jamais un prix Nobel. Vous multipliez par 2 le salaire de votre ingénieur de recherche et développement, il n'aura pas 2 fois plus d'idées, 2 fois meilleures. Il n'y a pas d'économie d'échelle sur les valeurs immatérielles, sur les ressources immatérielles. Donc ça veut dire que tout le système s'effondre. Vu qu'il n'y a plus besoin des effets de taille, on n'a plus besoin de grande taille, il n'y a pas d'effet d'échelle. Et vous le voyez prouvé par les cours de bourse, vous avez d'un côté les anciennes entreprises qui ont une certaine cotation boursière de par leur assiette financière, mais vous avez de plus en plus des startups qui n'ont même pas encore leurs premiers clients qui arrivent à des cotations boursières équivalentes. Pourquoi? Tout simplement parce que le critère d'évaluation a changé. Les grandes entreprises classiques, on les évaluait sur leur bilan financier. Les nouvelles startups ou petites entreprises, on les évalue sur la croyance que l'on a en leur capacité d'être très intelligents demain. Ça s'appelle du casino, entre nous, soit dit. Donc, autrement dit, on est bien là dans un système d'évaluation tout à fait différent. On est bien dans une autre manière de voir les choses. On est bien dans un autre modèle économique qui est le passage de l'économie de masse et de prix et de propriété vers les économies des intelligences, de la valeur d'utilité et de l'accès à l'usage. Ça vous va, ça? Comment on peut réussir ce défi colossal sous la courbe verte? Eh bien là, le mot-clé que je voudrais vous proposer, c'est le mot virtuosité. C'est un mot que j'adore. Qu'est-ce que c'est qu'un virtuose? C'est quelqu'un qui réussit à faire des choses extrêmement difficiles à faire que les autres ne savent pas faire. Ça vous va comme définition? Et moi, je vous dis quelque chose. C'est que dès le moment où vous faites quelque chose que les autres ne savent pas faire, eh bien, le prix ne joue plus. C'est vous qui en êtes maître. Quand vous ne faites que des choses faciles, tout le monde peut faire le facile. Alors le seul argument différenciant, ça va être le prix. Mais si vous êtes les seuls à pouvoir faire ce que vous faites, à ce moment-là, l'argument prix ne joue plus. Imaginez une économie où, moyennant une préparation sérieuse, vous arrivez à avoir un carnet de commandes à vie avec des clients qui ne discutent jamais vos prix. Ça vous dirait? Et vous êtes en train de vous dire, Lévy, il est gentil, mais il vieillit quand même. Il dit beaucoup de conneries à partir d'une certaine heure. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs. Eh bien, ce monde, il existe. Ça s'appelle les compagnons du devoir. Après un Tour de France réussi,
Un compagnon du devoir, en général, il a un carnet de commandes à vie avec des clients qui ne discutent jamais les prix. Pourquoi? Parce qu'il est seul à pouvoir faire ce qu'il fait. Il est le seul à pouvoir faire ce qu'il fait. Donc, je ne vous demande pas à tous de devenir des compagnons du devoir. J'essaie simplement de vous stimuler à quelque chose. Faites du difficile. Allez repérer dans vos entreprises les savoir-faire précieux que vous avez, ceux qui sont difficiles à acquérir, difficiles à mettre en œuvre, difficiles à transmettre. Ça, c'est vos pépites. Investissez du temps et de l'énergie pour augmenter ce niveau d'excellence dans ces savoir-faire-là et vous deviendrez des virtuoses. Et devenant des virtuoses, le volume n'a plus beaucoup d'importance, mais vous rectifiez vos marges. Vous restaurez de belles marges. Vous êtes maître des prix. Ça vaut la peine d'y réfléchir, non? Dernière rupture. Ce petit dessin, c'est un croquis qui a été fait par M. Giacometti en préparation à une très belle statue qu'il a faite qui s'appelle « L'homme qui marche ». Et donc, j'ai pris ça comme illustration d'une bonne question. Mais qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie? Pourquoi vous vous levez le matin? Vous êtes pour la plupart d'entre vous des dirigeants d'entreprise et vous vivez dans un pays où l'économie est conspuée et où l'image moyenne d'un patron d'entreprise, c'est forcément un menteur, un manipuleur, un fraudeur, un exploiteur, etc., 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 etc. Ça vous amuse? Pourquoi vous vous levez le matin? Parce qu'il y a autre chose, évidemment. Et c'est quoi, c'est autre chose? On va le faire très rapidement. Je pense qu'aujourd'hui, on est partagé entre deux envies. La première envie, c'est de réussir dans la vie. Ça vous va? Dans l'extériorité, les signes extérieurs de richesse, tout va bien. D'autre part, on dit non, moi je veux réussir ma vie. C'est pas la même chose du tout. Mais dans les deux cas, on est quand même sur moi. On est dans l'égotisme. Comment est-ce que la courbe verte pourra réagir à cet égotisme, pas égoïsme? Eh bien, le mot que je vous propose, c'est le mot spiritualité. Alors, je sais qu'on est en France, je sais que le mot spiritualité, il faut le prendre avec délicatesse. Hein? Donc, je vous parle bien de spiritualité au sens philosophique et pas de religion. J'ai un respect total pour les gens qui pratiquent une religion de manière pacifique, mais soyons extrêmement clairs, c'est pas ça dont je vous parle. Moi, je vous parle de la spiritualité, c'est-à-dire de toutes ces démarches qui peuvent donner sens et valeur à ce que l'on est, à ce que l'on fait, à ce que l'on devient. Et donc, la spiritualité et le monde de l'entreprise sont en train de se connecter. Pourquoi? C'est extrêmement simple. Vous demandez à vos collaborateurs d'apporter à l'entreprise le meilleur d'eux-mêmes, le meilleur de leur talent, le meilleur de leur temps, le meilleur de leur énergie. D'accord. Eh bien, pour qu'ils fassent ça, il faut leur donner une bonne raison de le faire. L'entreprise est au service de quoi? Ça, c'est une bonne question. Et là, on est dans le sens, là, on est dans la valeur. Milton Friedman, prix Nobel 1978 d'économie, avait répondu. C'est le fondateur de l'école de Chicago. Il avait dit « La seule et unique raison d'être de l'entreprise, c'est de servir des dividendes à ses actionnaires. » Avec ça, vous allez vachement motiver vos gars. Hein? Donc, c'est très clair aujourd'hui. On n'est plus du tout dans cette logique-là. Quelle est la bonne raison que je vais donner à mes collaborateurs pour se lever le matin et venir apporter dans mon entreprise le meilleur d'eux-mêmes? Eh bien, c'est très simple. Il faut que l'entreprise ait une raison d'être. Il faut qu'une entreprise ait un vrai projet mobilisateur, que l'entreprise ait quelque chose qui élève l'âme. L'âme, ce qui anime, anima en latin. Donc voilà, spiritualité. J'en arrive au bout. La synthèse, c'est quoi? Vous l'avez vu, la courbe rouge est en train de s'effondrer. Je pense que vous avez compris pourquoi. Il y a des ruptures colossales et irréversibles. Que la courbe verte est en train de monter et elle va se construire sur le fait de relever les 5 défis avec les 5 mots-clés que je vous ai donnés. On sait aujourd'hui que nous sommes tous en train de vivre dans la zone de grande turbulence, dans le rond bleuâtre qu'il y a là. Très bien. Je pense qu'il y a une question que vous vous posez. Oui, je suis dans la zone de grande turbulence. D'accord. Est-ce que ça va encore durer longtemps, ce bordel? Donc, il va falloir que je mette des dates sur mon schéma. On est d'accord? Donc,
Précaution oratoire, on a fait ça avec des historiens, bien entendu, et les dates qui sont mises là sont à titre indicatif, ce n'est pas du tout prévisionnel. Hein. Alors qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne ça. On est dans l'histoire longue. Les historiens nous disent que la première grande fissure de la modernité, ben, c'est la guerre 14-18 qui était épouvantable, qu'il faut 150 ans pour aller dans un nouveau système à l'équilibre, donc 2070, que le croisement, c'est à peu près maintenant. Il y a d'autres modèles qui nous permettent de savoir qu'aujourd'hui, on est vraiment très, très, très proche de l'effondrement du système ancien, que la zone de grande turbulence, elle a 50 ans et elle s'étale à peu près de 75 à 2025. Maintenant, si c'est 2030, ça ne change rien. Donc, moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce schéma, regardons-le. Regardons-le avec les yeux des institutions de pouvoir. Vous voyez que ces institutions de pouvoir ont comme mission de garantir la pérennité d'un truc, comme je disais tout à l'heure, qui s'effondre à toute vitesse. Elles sont dans le déni. La courbe verte n'existe pas. Il n'y a pas de changement de logique, il n'y a pas de bifurcation. Très bien. Et donc, vous avez des messages récurrents, surtout dans la presse, où on applique strictement un proverbe chinois délicieux qui dit « Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse ». On ne vous parle que des arbres qui tombent. Et après le 20h du soir, normalement, à 21h, vous êtes bon pour le suicide. Et donc, pour terminer sur la courbe rouge, c'est de vous dire que quand on voit ça avec les lunettes de la courbe rouge, il y a de quoi être très, très, très optimiste quant à l'avenir du pessimisme. Et c'est bien de ça dont on vous parle tous les jours. En revanche, là, je vais vous donner de l'énergie pour 25 ans, vous voulez ? Changez de lunettes, enlevez les lunettes de la presse et des discours politiques, mettez les lunettes de la courbe verte. Regardez le même schéma. Le même, j'ai rien changé. Ça arrive une fois tous les 550 ans et ça tombe sur nous. Elle n'est pas belle la vie? Une fois tous les 550 ans, on doit tout réinventer. C'est maintenant et c'est nous. Donc voilà, je termine par la photo qui est un peu mon fétiche. C'est une photo qui a été prise à Londres. Vous savez peut-être que les Anglais ont une mauvaise habitude. Quand ils écrivent un truc, c'est toujours en anglais. Donc, sorry for the inconvenience, we're trying to change the world. Désolé pour le dérangement, on est juste en train de changer le monde. Et vous le faites tous les jours. Et moi, mes enfants et surtout mes petits-enfants, on vous en remercie du fond du cœur. Merci à vous.